Cette analyse s'intéresse à la culpabilité post-traumatique, un sentiment qui est souvent complexe et mal compris. L'objectif ici est de présenter un cadre de réflexion pour aider à la compréhension et à la réconciliation avec des actes qui ont été posés sous contrainte, plutôt que de porter un jugement. Cette phrase de Nietzsche nous rappelle à quel point la souffrance humaine peut être intense. Et la culpabilité, c'est justement l'une de ses formes les plus profondes. C'est une souffrance qui nous interroge sur notre rapport à nous-mêmes et à nos propres actions. Pour rendre cette réflexion plus concrète, prenons l'exemple de Marion. À l'âge de 11 ans, elle a été victime d'une agression. Toute sa vie, elle a porté un sentiment de responsabilité pour ce qu'elle a subi. C'est une culpabilité qui a profondément influencé son existence et ses relations. Ce cas illustre bien comment ce sentiment peut s'ancrer durablement après un traumatisme. Alors voici comment on va procéder. Notre parcours va s'organiser en 5 points. D'abord, on verra la relation entre culpabilité et liberté. Ensuite, on parlera des contraintes invisibles qui nous influencent. Puis, on verra comment on peut penser la responsabilité sans la culpabilité, avant de déconstruire quelques mythes. Et pour finir, on verra comment transformer ce sentiment. On commence donc avec la première partie, qui porte sur le lien entre le sentiment de culpabilité et l'expérience de la liberté. La définition qu'on propose ici est vraiment centrale. La culpabilité n'est pas vue comme une faute morale, mais plutôt comme le symptôme d'une action qui a été menée sous une forme de contrainte. C'est le résultat d'une perte de liberté, peu importe son origine. Si une personne agit en pleine possession de sa liberté, et en accord avec ses propres valeurs, elle ne ressent pas de culpabilité. Elle peut bien sûr regretter les conséquences de ses actes, ou vouloir les réparer, mais sans porter ce fardeau de la faute, qui est si caractéristique de la culpabilité. Passons maintenant à la deuxième section. On va y examiner les forces qui peuvent justement entraver notre liberté d'action. Ces contraintes, elles peuvent être de plusieurs ordres. Il y a les contraintes majeures, comme des traumatismes évidents, mais elles peuvent aussi être beaucoup plus subtiles, comme des messages éducatifs qu'on a intériorisés depuis l'enfance. À ça, on peut ajouter les pressions sociales ou même des états neurobiologiques, comme un stress très intense ou de la fatigue, qui altèrent notre capacité à faire des choix éclairés. Voyons maintenant comment un cadre philosophique peut nous aider à faire la différence entre la responsabilité et la culpabilité. La pensée de Thomas d'Aquin offre un éclairage intéressant. Selon lui, on ne peut attribuer une culpabilité morale à un acte que si cet acte a été posé avec une volonté qui était à la fois libre de toute contrainte et pleinement consciente de ses conséquences. Thomas d'Aquin identifie d'ailleurs des facteurs très spécifiques qui peuvent altérer cette liberté. Il parle de passion trop forte, d'une peur qui paralyse, d'une ignorance insurmontable des faits ou encore d'une violence extérieure subie. Ces conditions peuvent diminuer et même annuler la culpabilité morale d'un acte. Ce raisonnement nous amène à une conclusion importante. Sans liberté réelle au moment de l'action, le concept même de culpabilité morale perd son fondement. Ça invite vraiment à reconsidérer les jugements qu'on peut porter sur soi-même comme sur les autres. Cette quatrième partie est consacrée à l'examen de certaines idées reçues sur la culpabilité pour essayer de les remettre en question. On entend souvent parler d'une culpabilité qui serait saine ou utile. Pourtant, dans le cadre qu'on explore ici, la culpabilité est systématiquement vue comme le signal d'un problème, le signal d'une action qui n'a pas été menée librement. Ce qui est constructif, en réalité, ce n'est pas la culpabilité en elle-même, c'est plutôt ce qui peut en découler. L'empathie, la prise de responsabilité orientée vers la réparation, l'apprentissage, la croissance personnelle. Ce sont ces éléments qui permettent d'avancer, à l'inverse de l'autodestruction que la culpabilité peut parfois engendrer. Pour bien illustrer ça, on peut comparer 2 profils. D'un côté, Marion, l'hyperconsciencieuse, qui est paralysée par sa culpabilité, mais qui préserve ses liens avec les autres. De l'autre côté, Marilyn, qualifiée d'âme désordonnée, elle ne ressent pas cette paralysie, mais ses actions provoquent des ruptures relationnelles. Leur point commun, c'est une perte de liberté fondamentale, même si leurs manières de réagir sont très différentes. Un autre mythe, c'est celui de la responsabilité totale, l'idée qu'on a toujours un contrôle absolu sur nos actions. Cette idée est particulièrement inadaptée quand on l'applique à des situations de menace. Dans ces moments-là, notre système nerveux peut basculer en mode survie et court-circuiter complètement notre volonté consciente. Maintenant qu'on a analysé le mécanisme, on va aborder la dernière partie. Comment passer de la compréhension à l'action pour transformer ce sentiment? On peut suivre un processus en 4 étapes. La première, c'est d'identifier les moments passés où le contrôle a été perdu. La deuxième, c'est d'apprendre à distinguer la responsabilité de réparer de l'idée de se punir. La troisième étape, c'est de réinvestir ses valeurs actuelles par des actions, même modestes. Et enfin, la dernière étape, c'est de construire un nouveau récit de soi, un récit plus juste et tourné vers l'avenir. Pour accompagner ce processus, il existe quelques exercices pratiques. Par exemple, se demander chaque jour ce qui relève vraiment de notre pouvoir d'action.
ou noter une action positive pour reconstruire une image de soi plus constructive. Et enfin, reconnaître le rôle protecteur, même imparfait, des réactions de notre cerveau à l'époque. La question finale qui se pose, c'est donc celle de la transformation. Comment peut-on faire de cette émotion douloureuse non plus une prison, mais plutôt un point de départ pour un apprentissage et pour une meilleure connaissance de soi? En conclusion, le message central à retenir est que l'absence de liberté remet en cause la notion même de culpabilité morale. La voie qui est proposée n'est donc pas celle de l'autopunition, mais bien un chemin de réconciliation avec son histoire, ses actes et soi-même.